Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Camille Lacroix, je suis responsable du service surveillance et études des déchets aquatiques. Et du coup, je vais, avec mon collègue Kevin Talek, vous présenter les travaux que nous avons réalisés dans le cadre du projet OceanWise. Et donc, par cette occasion, nous allons lancer la série de webinaires 2023, donc avec un premier webinaire sur plus spécifiquement les déchets dans les milieux aquatiques et donc les résultats de ce projet OceanWise. Alors le projet OceanWise, c'est un projet européen financé par le programme Interreg Atlantique et qui avait pour nom « Mesures raisonnées pour réduire la présence des polystyrènes expansés et extrudés dans l'environnement marin de l'Atlantique Nord-Est ». C'est un projet qui s'est déroulé entre janvier 2018 et début 2023. Alors à vrai dire, il n'est pas totalement terminé, même si on est là vraiment dans les phases de finalisation du projet, mais il est prévu qu'il s'achève pour fin mai 2023. C'est un projet qui était piloté par le ministère de l'Environnement portugais, donc la DGRM, et qui avait un budget d'autour de 2,85 millions d'euros. Ce projet a impliqué 13 partenaires et un partenaire associé. Ce partenaire associé était la commission OSPAR et les partenaires provenaient de 5 pays, donc en fait les pays couverts par la zone atlantique, c'est-à-dire l'Irlande, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne et le Portugal. Alors l'objectif de ce projet européen était de développer un ensemble de mesures à long terme pour prévenir les fuites de produits plastiques en polystyrène expansé et extrudé, qu'on appelle respectivement dans notre jargon PSE et PSX, dans les océans. Et pour ce faire, le projet a appréhendé la problématique depuis 2 angles différents. Tout d'abord en considérant la pollution, l'angle de la pollution du milieu marin et en essayant de répondre à la question comment empêcher ces PSE et PSX d'atteindre l'environnement et également en se plaçant du point de vue de l'économie circulaire et en essayant de savoir comment il était possible de maintenir ces PSE, PSX dans l'économie. Ce projet a donc impliqué des expertises variées, notamment des expertises en pollution plastique, en gestion des déchets, en économie circulaire, en politique publique également. Et il s'est articulé autour de différentes grandes tâches de travail, notamment la réalisation d'un état des connaissances sur ces PSE, PSX et leur présence dans l'environnement, également sur la proposition et le test de solutions, le développement également de méthodologies pour réévaluer ces solutions et également une grande partie de ce projet a consisté à consulter et impliquer les parties prenantes pour avoir des propositions d'action qui soient les plus pertinentes possibles pour réduire la présence de ces PSE, PSX dans l'environnement. Alors dans le cadre de ce projet, le CEDRE, et de par son expertise sur la pollution par les déchets dans les milieux aquatiques et notamment sur le littoral, s'est attaché à évaluer et caractériser la pollution de la zone atlantique, donc couverte par le projet, par ces polystyrènes expansés et extrudés. Nous avons également travaillé sur une évaluation de leur impact potentiel sur le milieu marin. Et dans le cadre du développement de propositions de solutions, nous avons également travaillé sur l'étude de l'impact potentiel de nouveaux matériaux qui sont aujourd'hui mis sur le marché comme produits de substitution à ces polystyrènes expansés et extrudés. Et nous avons notamment travaillé sur des matériaux biosourcés, compostables ou biodégradables. Alors dans le cadre de cette présentation, moi je vais m'attacher à vous présenter plus particulièrement l'évaluation de la pollution de la zone atlantique et je laisserai ensuite la parole à Kevin qui vous présentera les 2 études d'impact qui ont été réalisées donc dans un second temps. Alors pour revenir sur ces polystyrènes, alors que l'on appelle moussés, et donc qui sont divisés en 2 catégories, donc les expansés et les extrudés, vous avez ici 2 exemples de produits qui sont aujourd'hui utilisés en polystyrène expansé, donc à gauche, donc là vous avez une caisse à marée, donc ça c'est un produit qui est très courant, hein, le polystyrène expansé, donc que vous voyez notamment en tant que caisse à marée, mais également pour un certain nombre d'autres utilisations. Ce sont en général des matériaux qui sont très reconnaissables, donc qui sont très légers, mais c'est aussi reconnaissable parce qu'ils sont constitués d'un agglomérat de petites billes
donc qui fait qu'on les reconnaît assez bien, tandis que les polystyrènes extrudés, eux, n'ont pas de petites billes comme ça visibles, ils sont généralement un petit peu plus denses, et vous avez ici un exemple d'emballage alimentaire qui est fabriqué en polystyrène extrudé. Et donc plus globalement, on appelle ces polystyrènes les polystyrènes moussés parce qu'ils sont ils incorporent une grande part d'air. Alors comment sont-ils fabriqués? Donc rapidement, sans rentrer trop dans les détails, je vais là donner l'exemple d'un process de fabrication des polystyrènes expansés, en sachant que pour les polystyrènes extrudés, en fait on a des petites différences dans les process de fabrication, mais ça reste très similaire. Et là je vais plus particulièrement présenter le travail qui a été réalisé par un des partenaires du projet, la société Seabird, qui a fait tout un état de l'art sur les polystyrènes expansés et extrudés et leur mode de fabrication. Donc concernant les polystyrènes expansés, en quelques étapes, donc la première étape consiste à synthétiser du styrène, généralement à partir d'hydrocarbures ou de dérivés d'hydrocarbures. Ce styrène est ensuite polymérisé, c'est-à-dire qu'on va créer des chaînes de styrène par réaction chimique, ce qui va permettre de produire du polystyrène, donc un polymère de styrène, et qui va être polymérisé pour former des billes que l'on appelle des granulés de polystyrène qui vont ensuite être plus ou moins additivés en fonction des besoins et de l'application finale du polystyrène. Ces granulés de polystyrène vont être ensuite moussés, donc il va y avoir une phase d'expansion en rajoutant notamment des agents d'expansion et en faisant subir une augmentation de température à ces granulés de polystyrène, donc ce qui va permettre de les faire gonfler. Et puis ensuite, ces billes expansées vont être moulées pour leur donner différentes formes, par exemple les caisses à marée que nous avons pu voir sur la diapo précédente. Alors pourquoi est-ce que nous retrouvons des polystyrènes expansés et extrudés dans l'environnement marin et pourquoi on s'intéresse à ces matériaux? Eh bien, il faut savoir qu'ils ont de très nombreuses propriétés, ce qui explique qu'ils sont utilisés pour de très nombreuses applications. Alors ces propriétés sont qu'ils sont principalement constitués d'air, donc en fait c'est très peu cher puisqu'il y a très peu de matière dans ces produits. Ils sont très légers, ils sont également de très bons isolants thermiques, ils sont résistants à l'eau, ils sont imperméables, ils sont solides et également rigides, ils présentent une bonne capacité de résistance à la compression et ils sont facilement moulables sous différentes formes. Ce qui explique donc qu'on les retrouve dans de très nombreuses applications, par exemple comme isolants thermiques dans la construction. Ils sont également utilisés pour faire des bouées ou des flotteurs. Également, ils ont de très nombreuses applications pour les équipements sportifs, notamment de protection, pour le transport de produits frais, notamment alimentaires, et également pour la protection de la marchandise, comme par exemple l'électroménager. Alors, dans le cadre du projet OceanWise, le CEDRE a, comme je vous l'ai dit, réalisé un état des lieux de la pollution. Et alors, pour ce faire, nous avons divisé en fait l'action en deux grandes parties. Nous avons tout d'abord recherché toutes les données existantes qui permettent d'évaluer les niveaux de pollution par ces polystyrènes expansés et extrudés dans l'environnement marin. Et donc là, nous avons fait une analyse quantitative de la pollution et nous avons cherché à connaître quelle était l'abondance, également la composition et la distribution de cette pollution, en s'intéressant plus particulièrement au nombre de déchets en polystyrène qui étaient retrouvés sur le littoral de la zone atlantique et même on a un peu étendu, on a couvert en fait l'ensemble de la zone OSPAR parce que pour cette zone OSPAR, il y a un certain nombre de pays qui ont fait l'acquisition de données qui permettent de cibler la présence de ces polystyrènes expansés et extrudés. Nous avons également fait une étude additionnelle où nous avons essayé d'obtenir des informations sur les zones d'accumulation de déchets qui sont retrouvés sur le littoral et notamment celles dans lesquelles on retrouvait des quantités importantes de polystyrène. Donc ça, c'est une étude qui a été faite uniquement à l'échelle de la France métropolitaine.
Et en complément de cette étude quantitative, nous avons fait une analyse qualitative de la pollution, notamment basée sur des observations de terrain que nous avons pu réaliser dans le cadre de différents déplacements sur le terrain. Et donc l'idée ici était de présenter, d'analyser quelle était la forme de cette pollution, qu'observons-nous sur le terrain, et pouvons-nous à partir de ces observations obtenir des informations sur les sources, donc sur l'origine des déchets ou sur les éventuelles voies de transfert. Et donc c'est ces travaux-là que je vais maintenant vous présenter. Alors, concernant l'analyse quantitative de la pollution, une première étape du travail a été d'identifier les données existantes permettant de faire cette analyse, et il s'avère que ces données sont assez limitées, mais nous avons pu quand même en trouver quelques-unes, notamment sur la période 2018-2020. 6 pays ont fait des suivis de la pollution sur le littoral et ont spécifiquement regardé la présence des polystyrènes expansés et extrudés, notamment le Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, l'Irlande et le Portugal. Et l'analyse des données collectées par ces 6 pays a permis de montrer que les polystyrènes expansés et extrudés représentaient une pollution abondante, fréquente et répandue, représentant 13% du total des déchets collectés sur l'ensemble de ces pays et 15% si on ne considère que les plastiques, avec une médiane à l'échelle de l'ensemble des suivis de 4 déchets en polystyrène expansé et extrudé par 100 mètres de plage, donc avec sur plus de 50% des suivis collectés, plus de 4 objets en polystyrène expansé et extrudé qui sont retrouvés, avec cependant une présence qui est très hétérogène. Alors vous pouvez voir en fait les résultats de cette analyse sur la carte qui est présentée à droite, et vous pouvez voir que déjà on retrouve sur un certain nombre de sites de suivi la présence de ces polystyrènes qui sont marqués par ces petits cercles jaunes, et avec des cercles de taille très variable qui caractérisent et qui traduisent en fait cette pollution très hétérogène, avec par suivi des abondances en polystyrène qui varient de 0 à 1270 déchets en polystyrène retrouvés sur 100 mètres de plage. Et il faut savoir que quand on regarde les objets qui sont retrouvés, eh bien, ce sont principalement en fait des fragments non identifiables, c'est-à-dire que ce sont des morceaux d'objets en polystyrène qui se sont fragmentés du fait de leur présence de leur séjour dans l'environnement, et qu'ils sont malheureusement trop dégradés pour être identifiés, ce qui est une difficulté pour nous, puisque ne pouvant pas identifier les objets, il est donc difficile de savoir quelle était leur utilisation et donc quelles sont les activités sources à l'origine de ces rejets. Donc nous avons ensuite fait une analyse des zones d'accumulation présentant des quantités importantes de polystyrène expansé. Donc ça, c'est un travail, comme je vous le disais, qui a été fait seulement à l'échelle de la France métropolitaine et qui a été en fait réalisé dans le cadre d'une collaboration avec un autre projet européen qui s'appelle le projet Clean Atlantic, et pour lequel nous avons diffusé une enquête en ligne en ciblant plus spécifiquement les acteurs en charge du nettoyage du littoral et en leur demandant des informations sur les sites du littoral principalement touchés par des arrivages importants de déchets, et en leur demandant d'identifier parmi ces sites lesquels étaient plus spécifiquement touchés par la présence des polystyrènes expansés et extrudés. Et les résultats de cette enquête ont permis d'identifier 36 sites d'accumulation avec des quantités importantes de polystyrène expansé extrudé, donc retrouvés, ce qui confirme que cette pollution est abondante et fréquente. Maintenant, si nous allons sur le terrain et que nous regardons plus précisément de quoi est composée cette pollution, qu'apprenons-nous ? Et donc là, je vais maintenant principalement vous présenter des illustrations, des photos de la pollution qui est retrouvée sur le littoral de la zone atlantique, et pas que d'ailleurs, mais en tout cas dans l'environnement marin, associé à ces rejets de polystyrène expansé extrudé. Donc, qu'observons-nous ? La première information importante est que la pollution associée au polystyrène expansé et extrudé est une pollution multitaille, c'est-à-dire qu'on peut retrouver d'une part des objets de très grande taille, et vous avez en haut à gauche un exemple d'un morceau de ponton qui s'est décroché du fait des conditions météorologiques, donc là, de très très grande taille. Et puis vous avez 3 autres photos qui montrent des fragments de polystyrène, principalement expansés d'ailleurs, qui sont retrouvés, alors là à chaque fois c'était sur le littoral français, avec donc des tailles de plus en plus petites,
et notamment sur la photo en bas à droite, des billes là qui se sont détachées, donc vraiment des petits morceaux qui font quelques millimètres maximum. Donc on voit vraiment une très grande gamme de taille parmi les objets retrouvés. Alors comme je le disais, c'est une pollution qui est principalement fragmentée. Vous avez là des illustrations de fragments en polystyrène qui ont pu être retrouvés sur le littoral, avec donc on retrouve encore hein, ces différentes tailles, et ces fragments sont vraiment liés au matériau en lui-même qui est en fait très fragile et qui a tendance à se fragmenter très facilement et également à se disséminer puisque étant très léger, ces fragments, la fragmentation augmente le nombre de déchets qui vont avoir donc une capacité de dissémination dans l'environnement très importante, et c'est d'ailleurs observé parfois sur le littoral. Vous avez ici des exemples de photos prises sur le littoral méditerranéen avec énormément de petites billes de polystyrène qui se sont fragmentées, donc qui sont issues de la fragmentation de plus gros objets et qui sont présentes dans des laisses de mer sur le littoral. Alors il faut savoir que c'est une pollution également qui vieillit dans l'environnement, et notamment le polystyrène expansé, extrudé dans une moindre mesure, mais a une très forte capacité à se photo-oxyder. Il a tendance à jaunir. Alors j'ai ici mis une photo où on voyait un jaunissement. Alors c'est peut-être pas très évident, mais on voit que le polystyrène, donc qui est plutôt qui est le matériau sur lequel sont fixés les petits additifs, donc c'est pas les additifs ici qui nous intéressent, c'est bien le matériau polystyrène en lui-même. On voit qu'il est jauni et qu'il y a une sorte de petite poudre qui s'échappe et qui est vraiment liée à ce processus de photo-oxydation lié au rayonnement solaire, et donc qui vont faire que le matériau va s'éroder. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va retrouver également un certain nombre de morceaux en polystyrène qui sont érodés dans l'environnement. Vous avez ici plusieurs illustrations, donc avec des morceaux qui s'arrondissent en fait, comme les galets pourraient le faire, et on peut voir dans certains cas, comme vous pouvez le voir sur la photo en haut à gauche, vraiment une érosion des billes hein, qui se creusent petit à petit au cours du séjour dans l'environnement. Il faut savoir que c'est également une pollution qui interagit avec le biote, même si aujourd'hui on ne sait pas encore vraiment quels sont les impacts. En tout cas, il y a des signes. Il y a des signes qui montrent qu'il y a des interactions avec le biote. Alors des études ont pu montrer, et notamment l'étude de Cadet en 2002 a pu montrer qu'on retrouvait des traces de bec sur des morceaux en polystyrène, des traces de bec qui sont également vues sur des os de sèche. Vous avez ici la comparaison en haut des traces de bec sur des os de sèche et en bas sur des morceaux de polystyrène, alors qui pourraient suggérer que les oiseaux confondent ces polystyrènes avec les os de sèche. On a également une pollution qui est capable de transporter des espèces, puisqu'il y a des espèces qui se fixent et qui grandissent sur ces polystyrènes. Et le fait que ces polystyrènes soient très légers, qu'ils aient une très grande capacité de dissémination au gré des vents et des courants, fait qu'il peut y avoir des transports d'espèces sur de longues distances, alors que ce soit de la macrofaune, comme on peut le voir ici sur les différentes photos, mais ça peut être également de la microfaune, des micro-organismes, voire même des pathogènes qui peuvent être transportés. Alors en sachant que là, les différentes photos ne sont pas toutes prises sur le littoral, enfin ne sont pas toutes des photos présentant des déchets collectés sur le littoral français, de France métropolitaine. Il y a également des images qui viennent du Cap-Vert et de l'océan Indien, hein, montrant que c'est un phénomène qui affecte vraiment l'ensemble du globe. Alors ces polystyrènes peuvent également constituer un habitat pour certaines espèces, et on a notamment pu observer sur des déchets prélevés par le CED, mais également dans le cadre d'autres études, que certaines petites espèces, et notamment des petits crustacés, étaient capables de creuser des galeries dans ces polystyrènes et donc de se créer un habitat, ce qui
pose des problématiques, puisque en dégradant ces polystyrènes, il y a un certain nombre de particules qui sont rejetées dans l'environnement, notamment des particules de très petite taille, des microplastiques, qui sont rejetées dans l'environnement du fait de la présence de ces organismes et de la création de ces galeries. Alors, il a également été observé que la flore pouvait se développer au travers de ces polystyrènes, et notamment régulièrement sur le littoral, il est possible d'observer des polystyrènes à travers lesquels de la flore a pu se développer, notamment sur les sites dunaires. Alors, ça a été observé par le CED, mais également présenté dans le cadre de publications scientifiques. Alors, on ne sait pas vraiment s'il y a un impact sur les espèces, ou s'il y a un avantage à se développer à travers ces polystyrènes. Alors, il y a des hypothèses qui sont émises. En tout cas, on voit qu'il y a une interaction entre ces polystyrènes et la flore littorale. Donc nous avons pu voir qu'il y avait aujourd'hui un certain nombre de polystyrènes expansés et extrudés qui étaient retrouvés dans l'environnement sous différentes formes. Et donc une des questions que l'on peut se poser, c'est d'où viennent ces déchets et donc quelles sont les sources de cette pollution. Alors il faut savoir qu'il y a certaines activités qui sont bien identifiées. Cependant, le fait qu'il y ait une très forte fragmentation des polystyrènes dans l'environnement fait qu'il est difficile d'évaluer la contribution de ces différentes activités à la pollution. Alors cependant, on peut observer sur le littoral des déchets qui sont clairement identifiés comme associés à la pêche, comme c'est le cas par exemple pour des flotteurs, ou des bouées. Il y a également donc des déchets qui sont liés au transport et à la transformation de produits de la mer, les caisses à marée par exemple. On peut parfois retrouver également des isolants ou alors des morceaux de ponton, comme l'illustre la photo en bas à gauche. Alors même s'il est difficile de remonter aux activités sources à l'origine des déchets, en tout cas on sait qu'il y a un certain nombre de voies de transfert qui sont vecteurs de polystyrène expansés et extrudés vers l'environnement marin. Notamment les cours d'eau sont clairement identifiés et ça peut... c'est prouvé par l'observation régulière de polystyrène expansé et extrudé sur des berges de cours d'eau. Vous avez ici différentes illustrations présentant des déchets en polystyrène expansé et extrudé retrouvés sur des berges de cours d'eau. On sait également que les réseaux urbains sont pourvoyeurs de polystyrène expansé et extrudé dans l'environnement. Ici également 3 photos prises sur des échantillons prélevés dans des réseaux urbains de Brest Métropole, avec notamment sur la photo à gauche, la présence en bas et également à droite de nombreux morceaux de polystyrène de taille très variable. Et enfin, on sait que les événements extrêmes sont également pourvoyeurs de polystyrène expansé et extrudé vers le milieu marin. Alors c'est vrai pour de nombreux déchets, mais les polystyrènes étant très légers et très facilement transportés par le vent et l'eau, les événements extrêmes donc, sont particulièrement pourvoyeurs de déchets en polystyrène expansé extrudé. Et vous avez ici 2 exemples, avec un ponton observé sur le littoral en Australie et puis également de nombreux morceaux de polystyrène expansé observés sur la photo à droite là, suite au tsunami au Japon. Et là, donc, ce sont des photos qui ont été prises sur la côte est des États-Unis. Donc j'en ai fini de cette présentation de la pollution de la zone atlantique et de l'environnement marin par les polystyrènes expansés et extrudés. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce travail, n'hésitez pas à aller voir le site du projet, vous trouverez les rapports de l'étude. Et je vous propose maintenant de laisser la parole à Kevin qui va vous parler d'un travail plus expérimental qui a été réalisé, cette fois sur l'évaluation des impacts potentiels de ces polystyrènes et des alternatives sur le milieu marin. Je vous remercie. Et je vous propose de prendre les questions après, une fois que les 2 présentations seront terminées. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Camille, je m'appelle Kevin Taek, je suis ingénieur en environnement au CED.
et ce matin je vais vous présenter la deuxième grande partie que le CEDRE a réalisée pour le projet OceanWise, à savoir l'évaluation et la comparaison des impacts environnementaux potentiels entre des polystyrènes expansés extrudés et leurs alternatives biosourcées et biodégradables. Donc c'est une étude qui a été organisée en 3 parties. La première avait pour objectif de réaliser un état de l'art afin d'identifier les impacts environnementaux potentiels associés aux polystyrènes moussés et aux déchets plastiques au sens large. La deuxième partie, elle, avait pour but d'élaborer une méthode visant à faire une évaluation harmonisée du risque des matériaux plastiques et donc applicable aux polystyrènes expansés et extrudés. Et enfin, la troisième partie avait pour but de tester cette méthode harmonisée avec une étude de cas en comparant les impacts potentiels de polystyrène expansé ou extrudé versus leur alternative biosourcée et biodégradable. Donc concernant l'état de l'art, nous avons utilisé des bases de données scientifiques telles que Google Scholar ou Web of Science afin d'identifier plus de 150 publications d'intérêt. L'analyse de ces publications a permis l'identification de 3 impacts environnementaux potentiels. Il y a l'impact associé au vieillissement des matériaux plastiques dans l'environnement, l'impact associé au transfert de contaminants chimiques et enfin l'impact lié à la toxicité chimique ou physique des matériaux plastiques. Si je développe un petit peu ces différents impacts, le vieillissement, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des modifications physiques et chimiques que subit un plastique dans l'environnement. Et dans ce vieillissement, on a de la colonisation, comme Camille en a parlé tout à l'heure. Un plastique peut servir de substrat pour des micro ou des macro-organismes. Donc tout à l'heure, Camille vous a montré des photos de polystyrène colonisés par des macro-organismes. Et là, sur ces images de microscopie, vous pouvez voir des images de micro-organismes colonisant des déchets plastiques. Donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément de vie, il y a des bactéries, il y a des microalgues, il y a un peu de tout. Et c'est ce qu'on appelle la plastisphère. Cette colonisation a pour principale répercussion la possibilité d'augmenter les invasions d'espèces. En effet, en 2011, il y a eu un tsunami au Japon qui a entraîné une formation importante de déchets plastiques qui ont été transportés jusqu'aux côtes nord-américaines, et sur ces déchets plastiques, il y avait de nombreuses espèces, et ça a permis l'introduction de 289 nouvelles espèces japonaises sur les côtes américaines. Or, parmi ces 289 espèces, on retrouvait des espèces dites invasives qui sont capables de proliférer et de remplacer les espèces initialement présentes sur les côtes américaines, et dans certains cas, c'était des espèces que l'on retrouvait que sur ces côtes américaines. Donc, l'apport d'espèces invasives peut entraîner la perte et la disparition d'espèces endémiques de la zone touchée. Autre répercussion de la colonisation, c'est le risque de transport de pathogènes. Par exemple, en rade de Brest, des déchets plastiques ont été récoltés sur plusieurs saisons, et à chaque fois, il y a eu une identification de bactéries toxiques pour des mollusques marins, notamment l'huître creuse, une espèce emblématique de la rade de Brest. La dégradation maintenant, c'est le deuxième processus important du vieillissement, c'est le fait que des facteurs biotiques ou abiotiques, c'est-à-dire biotiques, ça peut être de la biodégradation, l'action de micro-organismes, ou abiotiques, l'action des rayonnements UV, donc du soleil, l'action des vagues, des turbulences océaniques, qui vont mener à la fragmentation des débris plastiques. En effet, ce débris plastique va être fragilisé, ou ce matériau plastique utilisé dans l'environnement marin va être fragilisé par les conditions extérieures. Sur cette image de microscopie électronique, vous pouvez voir un morceau de plastique présentant des fêlures à sa surface qui va entraîner une fragmentation et donc une libération d'une multitude de petits débris plastiques appelés microplastiques. Ainsi, cette dégradation a pour conséquence d'augmenter les concentrations en débris plastiques dans l'environnement, parce qu'à partir d'un seul déchet, on va se retrouver avec des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de petits déchets. Or, on sait aujourd'hui que la toxicité des déchets plastiques augmente lorsque la taille diminue. Donc sous l'effet de la dégradation, on va également avoir une augmentation des risques de toxicité liés aux déchets plastiques dans l'environnement. Pour ce qui concerne le transfert de substances chimiques potentiellement dangereuses, alors pour comprendre cela, il faut repartir à la base de qu'est-ce qu'un plastique. En moyenne, un plastique va être constitué à 93% d'un polymère, donc c'est communément le nom du plastique, donc c'est le polyéthylène, le polystyrène par exemple, c'est le squelette, le polymère du plastique, auquel est ajouté en moyenne 7% d'additifs. Les additifs étant des substances chimiques conférant des propriétés spécifiques au plastique, c'est ce qui va notamment donner la couleur au plastique, une certaine flexibilité ou une résistance aux UV notamment. Aujourd'hui, on sait que plus de 10 000 substances
sont utilisés pour les plastiques, plus de 10 000 additifs. Et en Europe, sur ces 10 000 substances, plus de 2400 sont considérées comme préoccupantes. Et cela, c'est sans compter tout ce qui est produits de dégradation ou sous-produits qui peuvent se former lors de l'utilisation du plastique ou lors de son vieillissement dans l'environnement. Et c'est également sans compter les produits ajoutés non intentionnellement durant la fabrication du plastique. Et en plus de ces additifs, une fois qu'il est dans l'environnement, un déchet plastique ou un plastique, de manière générale, tels que les plastiques utilisés pour la pêche ou les plastiques utilisés pour l'aquaculture et l'ostréiculture en général, sont capables d'absorber à leur surface les composés chimiques environnants. Ils peuvent agir comme des éponges. Et c'est pour ça qu'on considère que le plastique est un cocktail complexe et diversifié de composés chimiques. La présence de ces additifs à l'intérieur du plastique peut avoir des répercussions dans l'environnement. On a par exemple le fait que le plastique libère ces additifs dans les environnements aquatiques. On estime que chaque année, plus de 190 tonnes de PCB, donc les PCB c'est une famille de composés chimiques, certains étant cancérigènes, reprotoxiques et même certains sont considérés comme des perturbateurs endocriniens. Et tous les ans, plus de 190 tonnes de ces substances entrent dans les océans via le relargage par 7 types de déchets plastiques, incluant les bouteilles plastiques, les bouchons, les couverts, les contenants alimentaires ou encore les pailles. Et ce transfert de substances chimiques dans l'environnement, ce relargage, peut entraîner des impacts toxicologiques importants. Par exemple, au nord-ouest des États-Unis, des mortalités massives de saumon étaient observées depuis plusieurs décennies sans qu'on arrive à déterminer la cause, jusqu'en 2021. En 2021, une équipe de chercheurs a montré que ces mortalités de saumon étaient liées à un additif provenant de l'usure des pneumatiques lors du trafic autoroutier à proximité des environnements aquatiques. En fait, l'abrasion des pneus sur la route a entraîné un relargage de cet additif spécifique qui ensuite, par lessivage, a atteint les environnements aquatiques et est toujours extrêmement toxique pour les saumons qui viennent passer une partie de leur vie dans la zone. Donc si on passe maintenant au troisième type d'impact, la toxicité, et plus particulièrement l'ingestion et les interactions physiques, parce que je viens de vous parler un petit peu de la toxicité chimique, les organismes aquatiques peuvent confondre les débris plastiques avec leurs proies, et ils sont capables également d'interagir physiquement avec ces déchets plastiques, ce qui peut entraîner des blessures, des étranglements, des étouffements. C'est illustré par ces deux photos que vous avez probablement déjà vues, et qui sont très fortement utilisées par les médias. Et aujourd'hui, si on chiffre un peu cette ingestion de plastique, on sait que plus de 1000 espèces ingèrent des plastiques dans l'environnement aquatique, mais également terrestre. Chiffre qui est gonflé chaque année au fur et à mesure que des découvertes sont faites. Les interactions physiques peuvent entraîner deux conséquences pour les animaux. Ça peut entraîner des perturbations alimentaires. En effet, lors de l'ingestion, le fait d'avoir du plastique dans son estomac, ça crée un phénomène de satiété, donc l'animal ne va pas s'alimenter correctement et devenir de plus en plus faible. Également, lorsque le plastique est ingéré, ça peut entraîner des blessures dans son tractus digestif, dans ses intestins, dans son estomac, qui peuvent entraîner des réponses inflammatoires. Et ces perturbations alimentaires couplées aux réponses inflammatoires peuvent avoir des conséquences sur la reproduction de l'animal, son système immunitaire, son comportement, et dans le pire des cas, sa survie. Et également, lorsqu'il y a ingestion de plastique, il y a un risque de transfert le long de la chaîne alimentaire. En effet, un animal ayant ingéré du plastique, lorsqu'il est consommé par son prédateur, le prédateur consomme de manière non intentionnelle du plastique, qui lui-même va pouvoir transmettre à son prédateur du plastique également. Maintenant qu'on a fini avec la présentation de l'état de l'art que nous avons réalisé, nous avons utilisé ces connaissances pour développer une méthode harmonisée pour l'évaluation des impacts. En effet, les études scientifiques, dans la majorité des cas, portent sur un seul type d'impact, avec notamment la réalisation d'un seul type d'essai en laboratoire, ce qui est insuffisant pour déterminer le niveau global impact d'un matériau. Aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation sur la production et la commercialisation des produits plastiques, que ce soit les produits conventionnels ou les alternatives. On a donc proposé dans ce projet de développer une méthode harmonisée permettant des comparaisons robustes et pragmatiques entre les études par les décideurs. Cette méthode harmonisée devait être intégrative, c'est-à-dire qu'on a proposé la réalisation d'une multitude de tests dans chaque type d'impact pour permettre de développer un score d'impact ou un impact score utilisable par les décideurs et les autorités pour comparer les matériaux entre eux. Vu que cette méthode n'était pas disponible pour les plastiques, nous nous sommes inspirés de ce qui est disponible pour les produits chimiques, sur lequel il y a beaucoup plus de réglementation. Et le schéma de notre méthode est disponible sur cette diapositive.
Donc, si je résume brièvement cette méthode, elle est applicable aux débris plastiques majeurs, mais également aux nouveaux matériaux plastiques biodégradables en milieu marin, ou les plastiques également qui sont utilisés dans les environnements aquatiques, tels que les plastiques utilisables dans la pêche, dans l'aquaculture, dans l'ostréiculture. Et la finalité de cette méthode, c'est donc d'apporter des données pour la permission d'utilisation ou de mise sur le marché, ou alors la recommandation du développement d'alternatives qui doivent elles-mêmes être validées par cette méthode. Dans cette évaluation du risque harmonisé, nous avons proposé de réaliser un minimum de 8 essais, 2 essais pour l'impact vieillissement, 3 essais pour l'impact transfert de contaminants chimiques et 3 essais pour l'impact toxicité. Il est à noter que c'est un nombre minimum et que plus on effectue d'essais dans chaque catégorie d'impact, plus la méthode est robuste parce qu'elle apporte des données supplémentaires pour l'analyse statistique qui permet de faire un classement entre les matériaux. On calcule en fait, pour faire ce classement, on calcule un impact score pour chaque catégorie d'impact et ensuite on fait la somme des 3 impact scores pour avoir l'impact score global qui permet de faire le classement final entre les matériaux. Cette méthode, on l'a donc utilisée pour une étude de cas visant à comparer les polystyrènes expansés et extrudés conventionnels et leurs alternatives biosourcées et biodégradables. Donc on a travaillé avec 6 types de matériaux que vous pouvez retrouver sur cette photo. Et en allant de la gauche vers la droite, donc on a utilisé un polystyrène expansé qui est utilisé comme boîte à poissons, un polystyrène expansé utilisé comme contenant alimentaire, un autre polystyrène expansé, cette fois-ci utilisé par le BTP comme plaque isolante, et 3 alternatives utilisées pour produire des boîtes à poissons. Donc on a le PHBH, donc c'est son nom simplifié, hein, c'est un nom extrêmement complexe qui est impossible à retenir, donc on va garder l'abréviation, qui est certifié comme biodégradable en milieu marin. On a le PLA, l'acide polylactique, qui lui avait une certification biodégradable en compost industriel, et le PLA plus PBAT, donc c'est un copolymère, qui avait également la certification biodégradable en compost industriel. Pour évaluer l'impact vieillissement et notamment la colonisation, nous avons déployé nos 6 matériaux dans la marina de Brest pendant 9 semaines et nous avons fait des prélèvements toutes les 3 semaines afin d'évaluer la capacité des matériaux à servir de substrat pour des macro-organismes. Donc on a suivi la colonisation et on voulait voir si la masse d'organismes colonisant nos matériaux variait selon le type de matériau. Si l'on regarde les résultats obtenus, les photographies illustrent l'évolution de la surface des matériaux au cours des 9 semaines de déploiement. Et comme vous pouvez le voir, on a eu une colonisation très rapide des 6 matériaux. Par contre, lorsqu'on regarde la masse des organismes colonisant nos différents matériaux, nous n'avons pas vu de différence statistique entre les 6 matériaux testés. Ainsi, ces résultats démontrent la capacité des 6 matériaux, que ce soit les conventionnels ou les alternatives, à servir de substrat pour des espèces colonisatrices. Et pour aller plus loin sur cette thématique, il faudrait faire des analyses beaucoup plus fines, notamment des analyses de diversité, afin de voir si ce sont les mêmes animaux qui colonisent les 6 matériaux, ou si alors, en fonction des matériaux, on a des différences dans la diversité, notamment potentiellement la présence d'espèces nuisibles qui coloniseraient plus intensément un type de matériau. Pour l'essai visant à étudier la dégradation, nous avons une nouvelle fois déployé nos 6 matériaux, mais cette fois-ci sur la plage artificielle du Cèdre pendant 8 mois, et nous avons fait des prélèvements après 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois et 8 mois, afin de suivre à la fois la dégradation potentielle physique des matériaux, donc en évaluant la perte de masse de nos 6 matériaux, et nous avons également suivi une dégradation chimique au laboratoire du Cèdre en utilisant ce qu'on appelle la spectroscopie infrarouge qui permet d'obtenir une image spectrale des différents matériaux et donc nous avons suivi l'évolution de cette image spectrale pour voir s'il y avait une dégradation chimique. Si l'on regarde la dégradation physique des 6 matériaux, sur cette figure qui illustre la masse des différents matériaux au cours des 8 mois de déploiement, vous pouvez remarquer aucune évolution significative dans la perte de masse. Également, pour la dégradation chimique, donc sur la partie gauche de la diapositive, on va s'intéresser à la partie basse, la partie B. De manière simplifiée, chaque couleur représente un matériau, et en allant de gauche vers la droite, on voit l'évolution de l'image spectrale au cours du temps. Et comme vous pouvez le voir, en fait,
pour toutes les couleurs. Nous n'avons pas vu d'évolution au cours du temps. En fait, on peut tracer une droite entre le point initial et le point final, ce qui signifie qu'aucun des 6 matériaux testés ne présente des capacités à se dégrader rapidement sur moins d'1 an sur une plage, malgré les conditions forçantes, avec la présence de pluie, de vent et la présence de rayonnement UV. Pour la partie transfert de composés chimiques, donc l'impact 2 qu'on avait identifié dans la première partie, nous avons fait des analyses au laboratoire du CED afin d'évaluer la concentration intrinsèque en composés chimiques par les 6 matériaux, et nous avons également évalué leur capacité à relarguer rapidement leurs composés chimiques dans l'eau de mer, ce qu'on appelle une lixiviation. Et grâce aux techniques du CED, nous avons fait un dosage sur plus de 60 molécules, incluant des additifs et des hydrocarbures aromatiques polycycliques, caractéristiques des plastiques. Si l'on regarde la concentration intrinsèque des 6 matériaux testés sur cette figure, en fait, on a observé globalement des concentrations en composés chimiques supérieures dans les polystyrènes conventionnels. On a également observé plus de composés, on a détecté plus de composés dans les conventionnels par rapport aux alternatives, avec la détection de 39 plus ou moins 5 versus 25 plus ou moins 2 composés chimiques. Et on a également observé certains composés chimiques toxiques seulement dans les conventionnels, tels que de l'anthracène ou de benzothiophrène. Par contre, l'inverse n'a pas été observé. À aucun moment, nous avons détecté des composés chimiques toxiques dans les alternatives et non dans les conventionnels. De même, nous avons observé seulement des concentrations supérieures en composés toxiques dans les plastiques conventionnels, avec notamment du naphthalène et ses dérivés, et pas dans le cas inverse, avec des concentrations supérieures en composés toxiques dans les alternatives. Par contre, au niveau de la lixiviation, nous n'avons pas observé de différence entre les matériaux dans la quantité globale de composés lixiviés en eau de mer. Globalement, les 6 matériaux ont relargué après 24 heures de trempage en eau de mer, moins de 1% de leurs additifs et moins de 8% de leurs hydrocarbures aromatiques polycycliques. Par contre, lorsqu'on fait une analyse composé par composé, on a observé une nouvelle fois des concentrations supérieures en composés toxiques dans les lixivia provenant des matériaux conventionnels, avec notamment des concentrations supérieures en naphthalène et dérivés de naphthalène, alors que l'inverse n'a pas été observé. Nous n'avons pas obtenu des concentrations supérieures dans certains composés toxiques dans les lixivia des matériaux alternatifs. Si l'on s'intéresse maintenant au troisième type d'impact, donc la toxicité, nous avons travaillé en 2 parties. On a tout d'abord fait une évaluation de la toxicité potentielle, donc c'est une évaluation plutôt de la toxicité à long terme, en utilisant des extraits de nos 6 matériaux. Donc, les extraits sont obtenus avec différents solvants qui vont en fait un peu décaper les différents matériaux pour favoriser l'émission de composés chimiques, les constituants. Et cette toxicité potentielle, nous l'avons étudiée sur la viabilité de bactéries. Nous avons également fait des effets cellulaires sur des lignées de poissons, et on a également observé les effets sur le développement embryonnaire de poissons, et également le potentiel œstrogénique, qui est un marqueur d'effet à long terme. Les œstrogènes étant des hormones, on sait que les composés chimiques capables de perturber le fonctionnement du système hormonal associé aux œstrogènes peut induire des effets à long terme, notamment le développement de cancer, le développement d'obésité, et également la transmission de défauts de développement à la génération suivante, agir un petit peu comme un perturbateur endocrinien, et donc induire des effets que l'on appelle inter- ou transgénérationnels. Et en plus de cette toxicité potentielle, on a également évalué la toxicité à court terme, qu'on appelle toxicité aiguë, en évaluant la toxicité des lixivia qu'on avait obtenue pour la deuxième partie que je viens de vous présenter sur le transfert de composés chimiques dans l'eau de mer. Et cette toxicité aiguë, on l'a testée sur des bactéries, des microalgues et également les jeunes stades de vie de l'huître, que ce soit la fécondation ou le développement embryonnaire. Si l'on regarde les résultats obtenus, sur les bactéries, nous avons globalement observé une toxicité supérieure des polystyrènes conventionnels, avec une cytotoxicité 3 fois supérieure aux matériaux alternatifs. Sur le développement embryonnaire de poissons, nous avons observé, dans 2 cas de matériaux conventionnels, un effet toxique avec une des diminutions significatives du succès de développement embryonnaire, avec des réductions de 20% par rapport aux autres matériaux. Par contre, sur les lignées de poissons, nous n'avons pas vu d'effet, que ce soit les matériaux alternatifs ou les matériaux conventionnels, ce qui veut donc dire que la toxicité est dépendante du matériau, bien entendu,
mais également du modèle biologique considéré. D'où l'importance de réaliser une batterie de tests toxicologiques et de ne pas tirer des conclusions sur un seul type d'essai biologique, car le message peut être alors biaisé. Si l'on regarde le potentiel œstrogénique, qui est illustré sur cette figure, en fait, on a une ligne en pointillé qui est appelée LOQ, et globalement, si un plastique présente un potentiel œstrogénique supérieur à la LOQ, alors on considère qu'il a un potentiel œstrogénique, et si c'est inférieur à la LOQ, on considère qu'il n'a pas de potentiel œstrogénique. Et dans le cas de notre étude, on a montré que les 3 polystyrènes conventionnels présentaient un fort pouvoir œstrogénique, tandis que les alternatives n'avaient pas de potentiel œstrogénique. On a donc un risque de toxicité à long terme et d'effets intertransgénérationnels pour les polystyrènes conventionnels que nous avons testés, hypothèse qui est bien entendu à confirmer par des études spécifiques pour valider ou infirmer le résultat de ce test toxicologique. Si l'on regarde maintenant les résultats obtenus pour la toxicité aiguë, ça va être assez rapide parce que ce soit sur les bactéries ou sur les microalgues, nous n'avons pas détecté d'effet. Pour les jeunes stades de vie de l'huître, nous n'avons également pas détecté d'effet sur la fécondation ou le développement embryonnaire de l'huître, à l'exception d'un matériau alternatif, le PLA, qui a inhibé totalement le développement embryonnaire de l'huître. Néanmoins, en prenant les résultats dans leur globalité, comme le veut la méthode, les résultats obtenus suggèrent un faible potentiel de toxicité aiguë pour les 6 matériaux testés. Et si maintenant on associe l'ensemble des résultats qu'on a obtenus pour tous les essais scientifiques menés au CEDR, on obtient ce tableau récapitulatif pour lequel on a fait des analyses statistiques pour lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Et ce qui compte là, c'est de regarder la dernière ligne du tableau, donc c'est l'impact score global obtenu, qui montre un impact score supérieur pour les 3 matériaux conventionnels en comparaison des 3 alternatives biosourcées et biodégradables. Et donc si on tire quelques conclusions de cette étude, elle a permis de développer la première méthode harmonisée pour l'évaluation du risque des matériaux plastiques, avec notamment la proposition d'un cadre contenant un ensemble d'essais scientifiques pour l'obtention d'un impact score, pouvant aider les autorités à comparer les matériaux entre eux. Dans notre cas, l'étude suggère un risque supérieur pour les matériaux conventionnels testés par rapport aux alternatives biosourcées et biodégradables. Néanmoins, la question du coup qu'on peut se poser, c'est avec ces résultats, doit-on favoriser les alternatives dans le commerce par rapport aux polystyrènes conventionnels? Potentiellement oui. Néanmoins, aujourd'hui, il est impossible de statuer dans la dangerosité, dans le risque d'un matériau plastique, que ce soit les conventionnels ou les alternatives, parce que les autorités n'ont pas encore mis en place des seuils d'acceptabilité de dégradation, de toxicité. Donc pour l'instant, notre étude apporte une comparaison entre les matériaux, mais elle ne pourra permettre de dire qu'il faut favoriser les alternatives que lorsque les autorités auront mis en place des seuils pour permettre de tirer ces conclusions. Je vous remercie de votre attention et je serai ravi de répondre à des questions si vous en avez. Et peut-être juste avant de passer à la phase de questions, quelques informations juste pour vous dire que donc, la présentation a été enregistrée et qu'elle sera retrouvée prochainement sur la chaîne YouTube du CEDR. Et que cette série de webinaires ne fait que commencer pour l'année 2023 et que notamment un second webinaire sera organisé avant l'été, cette fois sur le thème des mangroves. Donc n'hésitez pas à suivre les informations qui seront diffusées concernant l'organisation de ce second webinaire. Et donc maintenant, si vous voulez bien, on peut passer à une phase de questions. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ces résultats obtenus dans le cadre du projet OceanWise. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Ah oui, bonjour Jean-François. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment très intéressante. Je me posais juste une question au niveau du procédé de décapage un petit peu des polystyrènes expansés, là, quand vous étudiez ensuite la problématique de transfert des composés. Est-ce que ça a un effet, le mode de décapage sur les résultats? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on a du recul, en fait, ces procédés de décapage? Est-ce que c'est représentatif de ce qui peut effectivement se passer? Enfin voilà, quel est un peu votre sentiment par rapport à ça? Oui, vas-y. Je commence et puis si Kevin a des choses à ajouter, il prendra la suite. Alors, représentatif, je
je pense qu'il faut être très prudent là-dessus, puisqu'on sait que le comportement d'un déchet dans l'environnement est soumis à de très très nombreux paramètres. Donc je ne pense pas qu'on puisse être vraiment représentatif en utilisant un solvant, parce que là, ce qu'on appelle les procédés de décapage, en fait, c'est on met nos plastiques dans du solvant. Donc on facilite en fait le transfert de certains composés en fonction du solvant vers ce solvant. Et ce qui nous permet ensuite de faire des essais sur cet extrait de solvant. Et c'est donc le choix qu'on a fait là, hein, c'est de travailler avec un solvant, on a travaillé sur deux solvants, méthanol et DMSO. Donc avec un solvant un peu polaire, donc ça favorise le transfert de certains types de molécules. Après, c'est pas représentatif, non, oula, pardon, excusez-moi. C'est pas représentatif du transfert des contaminants dans l'environnement marin, non, en tant que tel. C'est pour ça qu'on a plus parlé du potentiel finalement de toxicité lorsqu'on a analysé. C'est du comparatif quelque part en fait. Oui. D'accord, ok. Et si on compare à d'autres types de matériaux, par exemple, c'est typiquement ce genre de solvant que vous utilisez pour analyser ce genre de choses en fait. Alors ce qu'on va chercher à avoir, c'est un solvant qui ne dégrade pas le matériau. Parce que forcément, si on désintègre le matériau, on va favoriser forcément les transferts. Après, on a comparé plusieurs solvants et c'est vrai qu'on travaille généralement avec le méthanol et le DMSO. D'accord, ok. Solvant organique plutôt polaire. Ok. Merci beaucoup. Et dans le cadre de l'étude, est-ce que ça a été discuté avec les entreprises, enfin avec les industriels, ou pas du tout? Les méthodes? Oui, et les recherches potentielles d'alternatives. Alors oui, les recherches potentielles d'alternatives, donc là ça fait l'objet d'une tâche à proprement parler du projet. Donc là il y a des partenaires qui ont identifié toutes les alternatives qui étaient en cours de développement ou déjà mises sur le marché. Il y a les deux, hein. Là il y a des prototypes et des produits qui sont déjà sur le marché. Et après c'est sur la base du recensement qui a été fait, d'ailleurs qui est disponible sur le site internet du projet, qu'il a été décidé de sélectionner ces trois matériaux-là. Donc là, oui, ça a été fait en concertation et c'est les industriels qui nous ont fourni les matériaux pour faire les essais. Après, sur la réalisation des tests en eux-mêmes, non. Là, c'est vraiment quelque chose qui a été proposé par les partenaires, en sachant que l'étude de cas qu'on a réalisée au CEDRE, ce sont des résultats préliminaires qui doivent être confirmés et donc à considérer quand même avec précaution. Voilà, c'est un premier essai. En aucun cas, on ne va conclure sur l'impact, que ce soit des polystyrènes qui ont été testés ou des alternatives. C'est plus pour illustrer la méthode. Super. Moi, je voulais savoir si vous aviez commencé à regarder des méthodes de ramassage, de récupération de tout ce qui arrive du coup sur le littoral ou voilà. Donc oui, là il y a déjà eu alors c'est dans le cadre d'un autre projet qu'on a plutôt travaillé. Là dans le cadre du projet OceanWise, on n'a pas fait de travail sur l'identification de techniques qui seraient particulièrement adaptées à la récupération des polystyrènes expansés ou extrudés, parce qu'en fait en général c'est pas le seul matériau qu'on retrouve. Il y a d'autres plastiques, donc c'est pour ça qu'on n'a pas cherché à identifier des techniques qui sont spécifiquement adaptées à ce type de déchets. Par contre, dans le cadre d'un autre projet européen, le projet Clean Atlantic, et qui fera d'ailleurs l'objet d'un webinaire en fin d'année, on a réalisé une enquête en ligne à travers laquelle on a identifié les techniques de nettoyage qui étaient aujourd'hui utilisées sur le littoral français. Et en parallèle de ça, on fait notre veille technique sur les techniques de récupération des déchets. Et donc petit à petit, là, on est en train de recenser un peu tous les équipements qui sont utilisés, toutes les techniques qui sont utilisées dans le cadre du nettoyage du littoral pour les déchets. D'accord. Très bien, on reviendra, on en discutera sûrement. Avec plaisir. J'ai cru entendre une autre question ou...
Sinon, je me demandais, en fait, dans les essais que vous avez montrés de dégradation, enfin de potentiel de colonisation, mais c'est peut-être que les temps sont trop courts, mais il me semblait que dans les différents échantillons que vous aviez testés, il y avait un polystyrène, enfin c'est pas un polystyrène d'ailleurs, c'est un polymère soi-disant biodégradable en milieu marin. Et enfin sur les photos, mais c'est peut-être que les temps sont trop courts, on n'a pas l'impression de voir vraiment que le matériau a commencé à se dégrader. Mais est-ce que du coup vous poursuivez sur vos essais sur des temps plus longs pour voir si vraiment le produit est biodégradable et se dégrade effectivement, et puis avec quelle cinétique en milieu marin? Ou est-ce alors on voit beaucoup la colonisation, mais on n'a pas l'impression que le matériau est dégradé dessous, mais peut-être je me trompe. Non, alors effectivement, et en fait c'est aussi une limite de notre étude, c'est que dans le cadre du projet, il n'y avait pas de partenaire avec de l'expertise en étude, en mesure de la biodégradation. Ça demande une expertise et des équipements très spécifiques pour faire des mesures de dégagement de gaz ou des proxys comme ça. Et nous au CEDRE, on n'avait pas les compétences, les partenaires non plus, et donc on n'a pas fait d'étude de la biodégradation à proprement parler de ces matériaux. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage puisque ici, ça aurait été un paramètre, et c'est même un paramètre essentiel, et c'est pour ça que je dis que les résultats globaux sont à prendre aussi avec précaution, c'est qu'il y a certains paramètres qui n'ont pas été analysés dans le cadre de cette étude, et effectivement, cette biodégradation en milieu marin n'a pas été évaluée du tout. Et là, sur les 9 semaines d'études, clairement, oui, on n'a pas mis en évidence une dégradation de nos matériaux, mais on n'a pas mesuré non plus le processus en lui-même. D'accord. Ceci dit, vous n'avez pas vu de perte de masse en fait. Ah, mais il y a la colonisation qui se passe en même temps, donc c'est peut-être difficile de découpler les deux. Oui. Ouais, ok. On n'est vraiment pas rentré sur ce terrain-là parce que c'est très complexe et voilà, on ne voulait pas. Okay. Ouais, je comprends. Oui. Ok. Merci. Je me demandais sur les données d'abondance dont vous parlez au tout début. Vous parlez 13% environ des déchets qui sont retrouvés. Est-ce que, donc j'ai bien compris que c'était sur la zone OSPAR, est-ce que c'est les données issues du programme OSPAR, de la commission sur le portail d'évaluation? Enfin, les données, elles proviennent d'où exactement? Alors là, ce sont les données qui sont collectées dans le cadre du programme de surveillance des déchets sur les plages mis en place par dans le cadre de la convention OSPAR. Et pour la France et pour les pays qui sont aussi des États membres de l'Union européenne, ce sont les mêmes données qui sont utilisées pour alimenter la directive 4 stratégie pour le milieu marin. Oui, d'accord. Donc en fait, tout ce que remontent aussi les associations via le portail d'évaluation OSPAR, ça a été pris en compte finalement. Oui, dans le cas où des associations contribuent au programme de surveillance OSPAR, mais par contre en France, ce n'est pas le cas. Alors, oui et non. Quand je parle d'associations, c'est d'associations bénévoles qui collectent de la donnée. Nous, on travaille au CEDRE, donc on pilote ce programme de surveillance à l'échelle nationale, mais on passe des contrats de prestations, donc on forme des opérateurs, et donc certains opérateurs sont des associations, on a un statut d'association, mais ils réalisent cette action dans le cadre d'un contrat de prestation, ils sont formés, on leur fournit un protocole, c'est absolument pas bénévole, c'est professionnel. D'accord. Donc, oui, dans ce cadre-là, ces données-là sont considérées. Oui, ok. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, nous allons vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire. Et donc, comme dit précédemment, rendez-vous d'ici l'été pour un prochain webinaire sur le thème des mangroves. Merci beaucoup.